Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. La Côte d'Ivoire peut compter avec un secteur privé dynamique et conquérant. Les chefs d'entreprise ivoiriens ont échangé avec le président de la République à Sochi. Ils réaffirment leurs engagements à soutenir le développement du pays. En marge du sommet Russie-Afrique, Alassane Ouattara s'est aussi entretenu avec d'autres personnalités. Et ce sommet a permis de découvrir un pan de l'histoire de la Russie. Dominique Ouattara et l'ensemble des premières dames à la découverte de Sochi. Elles ont visité la résidence de Staline, un véritable trésor aussi bien par son architecture que les souvenirs laissés par l'ancien chef de l'État soviétique. D'autres sites touristiques visités. Et puis en Côte d'Ivoire, le Premier ministre appelle à faire du Tonkoui un pôle de développement. Amadou Gon Coulibaly est en visite dans la région. Il a procédé aujourd'hui à l'ouverture des journées nationales des chefs d'entreprise dans la ville de Mans. Je vous emmène à Sochi. Il se tient le sommet Russie-Afrique, une rencontre des chefs d'État et de gouvernement. En marge de ce rendez-vous, le président de la République a eu une série d'audiences. Alassane Ouattara a échangé avec le président d'Afreximbank et le secteur privé ivoirien, les hommes d'affaires qui s'inscrivent dans le programme de développement de la Côte d'Ivoire. Ils entendent d'ailleurs jouer pleinement leur partition. Le point avec Jérôme Kofi Abolin. Une série d'échanges entre le président de la République, Alassane Ouattara, et des personnalités en marge du sommet Russie-Afrique, des rencontres ayant pour cadre l'hôtel d'accueil du chef de l'État à Sochi. Le président Alassane Ouattara a, pour commencer, échangé avec la délégation du secteur privé ivoirien venue en Russie dans le cadre de ce sommet. C'était la Chine, aujourd'hui c'est la Russie, et donc nous sommes convaincus que cela répond à une vision claire du chef de l'État qui est de voir émerger en Côte d'Ivoire un secteur privé dynamique, un secteur privé conquérant. Donc nous avons remercié le chef de l'État pour cela. Nous avons rendu compte au chef de l'État des contacts que nous avons eus pendant ces 2 jours sur Sochi et nous avons recueilli ses orientations et ses conseils par rapport au suivi à mener pour concrétiser ces contacts que nous avons eus. Ça a été donc pour nous, secteur privé, une grande joie de pouvoir profiter pour faire un tour d'horizon avec le chef de l'État de l'ensemble de la vie économique de notre pays. Après la délégation du secteur privé ivoirien, le consul honoraire désigné de Côte d'Ivoire à Saint-Pétersbourg et le président de Afreximbank se sont succédés pour rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara. L'essentiel à retenir à l'issue de ces échanges est ni plus ni moins la question du développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons longuement échangé sur des différents points très importants pour le développement de la relation ivoiro-russe. La terre de la Côte d'Ivoire est ouverte pour la coopération avec la Russie. You know, Côte d'Ivoire is a very important country for us at Afrex. La République de la Côte d'Ivoire, c'est un pays très important pour la Banque africaine d'import-export. Nous avons fait le point sur les différents dossiers en cours pour la Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration de la banque a approuvé une limite de 2 milliards de dollars pour la Côte d'Ivoire pour financer des projets dans l'infrastructure, notamment des routes qui relaient les pays avec les pays voisins, pour permettre des échanges de flux, des échanges de commerciaux dans le cadre de l'agrément continental qui a été signé avec l'Union africaine. Autre chose, autre lieu, mais toujours en marge du sommet Russie-Afrique à Sochi. C'est la visite de stand du président Alassane Ouattara à l'exposition de produits made in Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara aussi à cette exposition aux côtés de son époux. Les produits exposés sont divers. Il s'agit du processus de fabrication du chocolat, des cabosses et fèves de cacao, des noix de cajou, des graines de palme, de la cola, du café Robusta. Le président Alassane Ouattara, tout en exprimant sa joie et sa fierté sur la présence de la Côte d'Ivoire à cette exposition, a saisi l'occasion pour féliciter le président russe Vladimir Poutine, non seulement pour l'organisation de ce sommet, mais aussi pour sa contribution à la paix dans le monde.
Les chefs d'État africains présents à Sochi, leurs épouses aussi, les premières dames ont saisi l'occasion de cette rencontre pour effectuer des visites guidées. Elles sont allées à la découverte du riche patrimoine russe, des lieux touristiques visités tels que la Dacha, la résidence d'été de Staline. On retrouve Jérôme Kofi Abolin. Elles ne sont pas venues à Sochi pour rien. Elles, ce sont les épouses des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des chefs de délégation présents au sommet Russie-Afrique. Au nombre de ces illustres femmes, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une personnalité toujours éprise de découverte et avec une chose qui la caractérise, chercher, obtenir et partager. La visite effectuée à la résidence de Sochi de Staline n'en est pas moins pour elle une occasion. Cette résidence, tel un véritable trésor touristique, rien que par son architecture à 160 mètres d'altitude, la Dacha, le nom de cette maison d'été de Staline, où la première dame Dominique Ouattara et les autres membres de la délégation vont découvrir différentes salles marquées par des souvenirs de l'ex-chef d'État russe. Après la Dacha, le cap est mis sur le parc dénommé Dendrari qui couvre 49 hectares. On y découvre la flore et la faune de la Russie avec comme particularité la plus grande collection de palmiers. Dernière visite, celle de la cité des Jeux olympiques d'hiver de 2014. Rosa Khutor, qui abrite le centre culturel et ethnographique dénommé Ma Russie. Aussi y a-t-il pour terminer l'étape de la station climatique, l'occasion pour la première dame Dominique Ouattara et toute la délégation de découvrir au moyen de l'Express de Caucase non seulement un site forestier extraordinaire, mais aussi toute la richesse culinaire russe. Et avec au bout l'ambiance festive occasionnée par un spectacle inédit. La Russie qui s'ouvre à l'Afrique, le continent peut s'inspirer de son modèle de développement. Les gouvernants veulent réduire les disparités régionales. C'est pourquoi il se tient à Mans la journée nationale des chefs d'entreprise. Cette 3e édition vise à faire connaître les richesses du pays. Le Premier ministre a procédé aujourd'hui à l'ouverture de la rencontre. Amadou Gon Coulibaly appelle à faire de la région du Tonkpi un pôle de développement. Alexis Ouedraogo. Les chefs d'entreprise au pied des 18 montagnes. Ce vendredi, la capitale du Tonkpi a ouvert ses portes à la 3e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise, l'occasion pour elle de montrer ce qu'elle a de meilleur. La commune de Mans se situe à quelques kilomètres seulement de 2 pays voisins, de potentiels débouchés pour les opérateurs économiques afin de favoriser un développement inclusif de la zone. Pour la commissaire générale Nadine Bla, il s'agit aujourd'hui de susciter l'intérêt, provoquer l'investissement, mais surtout réduire les écarts de développement entre les capitales régionales. Ces journées permettent de réunir les plus hautes autorités de notre exécutif, de la région et du secteur privé pour discuter et trouver des solutions pragmatiques et bénéfiques au développement régional. Une vision que partage le secteur privé qui encourage le renforcement du partenariat public-privé. Dans le cadre du partenariat État-secteur privé et pour une croissance inclusive, le secteur privé encourage le gouvernement à accompagner davantage les opérateurs économiques à entreprendre dans les régions. En ce sens que même dans les régions les plus difficiles du pays, l'investissement et la croissance restent possibles. Président ce lancement, le chef du gouvernement n'a pas manqué de présenter les atouts économiques et touristiques de la région. Il a appelé à une franche offensive des investisseurs sur le Tonkpi. L'organisation ici à Mans de la 3e édition des Journées des chefs d'entreprise contribuera certainement à l'atteinte de notre objectif de faire de cette région du Tonkpi un puissant pôle de développement économique de notre pays. Oui, cela est possible, à condition que tous, État, secteur privé, vous êtes là, et les braves populations du Tonkpi, que nous nous donnions la main pour la mise en valeur intégrale du potentiel de cette région. Autour du thème « Le Tonkpi, source de croissance infinie », la rencontre sera l'occasion pour élus et opérateurs locaux de relever l'ensemble des richesses régionales.
Et cette richesse régionale, c'est aussi ce marché de Mans, un centre en construction. Il est parti en fumée en 2016. Le Premier ministre est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Le chantier ouvert il y a quelques mois. L'ouvrage est très attendu des populations, notamment des commerçants. Il devrait aussi apporter une touche de modernité à la ville. Et voici notre touche de modernité, c'est la lumière. Bientôt 80 000 personnes auront accès à l'électricité dans la ville de Mans. Il s'agit d'un renforcement des dispositions actuelles. De nouvelles poches de distribution installées. Le Premier ministre a procédé au lancement des travaux d'extension du réseau électrique. Herman Guivet. Nous sommes au quartier Thia-André de Mans. Un coup de pelle symbolique du Premier ministre qui marque l'implantation du premier poteau électrique dans le quartier. Pour rappel, les travaux d'extension et de renforcement du réseau électrique ont été engagés dans 29 quartiers, ce qui représente un investissement d'environ 3,5 milliards de francs CFA. Ce projet à lui seul va concerner une extension au niveau de 29 quartiers de Mans et concernera 80 000 abonnés, ce qui me paraît quelque chose d'extraordinaire et quelque chose d'extrêmement important. Pour un coût d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA, et tous ces travaux seront terminés pour le mois de juin 2020. Je voudrais, au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, adresser toutes mes félicitations à Côte d'Ivoire Énergie, au ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, représenté ici par le directeur général de l'énergie, pour dire que tout ça rentre dans le cadre du programme social du gouvernement. Nous avons décidé d'améliorer le quotidien de nos compatriotes. Et on le constate tous les jours. Les actes sont posés au quotidien pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Mans pour lancer ce programme d'un coût de 3,5 milliards et ce programme qui démarre maintenant, qui va prendre fin en juin 2020, qui va permettre à 80 000 personnes d'avoir l'électricité, qui va permettre d'avoir 4 700 poteaux d'éclairage public supplémentaires dans la ville contre 3 100 qu'il y avait, c'est-à-dire on multiplie par plus de 1,5, qui va permettre d'avoir également de l'électricité partout, donc une bonne qualité, avec des nouveaux postes de distribution, avec des réseaux aussi moyenne tension et donc basse tension, donc de qualité. De façon spécifique, il s'agira d'implanter 4 762 poteaux béton basse tension, de dérouler 210 km de câbles, dont 43 km de moyenne tension et 167 km de basse tension, de créer 68 postes de distribution HTA-BT. Et tous ces projets de développement passent aussi par la mobilisation, l'implication et surtout le soutien de tous. Le Premier ministre a lancé des messages de rassemblement et de paix. Madougon Coulibaly a reçu en audience les élus, les cadres et la chefferie du Tonkouy, une occasion pour eux de faire d'autres doléances. Le point avec Herman Guivet. Dans la région du Tonkouy, le chef du gouvernement Amadou Coulibaly reçoit en audience les élus, les cadres et la chefferie traditionnelle du Tonkouy. Le président de la Chambre régionale des rois et chef traditionnel du Tonkouy, Gloudeux Dan Premier, a formulé des bénédictions à l'endroit du Premier ministre, du président de la République, saluant la confiance accordée au fils de la région du Tonkouy. Il dit aujourd'hui, vous avez posé encore des actes pour venir soulager les populations du Tonkouy du mal qui les ronge chaque jour. Il vous remercie pour tout ce que vous avez promis de faire. Que ce soit ce qui sera fait samedi à Danané, ce qui a été déjà fait entre Danané et la frontière Guinée. Il vous remercie pour toutes ces actions de développement. Les cadres du Tonkouy ont également témoigné de leur soutien aux actions du gouvernement, formulant à l'occasion quelques doléances. Au plan des infrastructures, bitumage de l'axe routier Biankouman-Sipilou, bitumage de l'axe routier Danané-Sipilou, bitumage de l'axe routier Danané-Santa, bitumage de l'axe routier Danané, frontière du Libéria, ça fait 20 km, du bitumage de l'axe routier Mankuibli, 46 km, reliant également deux chefs-lieux de département. Le Premier ministre Amadou Coulibaly, porteur de bonnes nouvelles pour les populations. La route Mans-Danané-Zonien, donc les travaux vont commencer à la fin du mois de novembre. L'entreprise est en train de réunir le matériel et de l'envoyer sur place. Donc, et à la fin novembre, donc ce sont des travaux qui vont eux-mêmes commencer. Je sais qu'en venant à Mans, à partir de Galois, la vie est difficile, mais dans le cadre de ce même projet,
la route de Daloa, donc à Man, sera réhabilitée. Donc avec Yamoussoukro, donc jusque Daloa, qui est en cours de réhabilitation, et après avec Daloa jusque Man, qui sera donc réhabilité. Bon, ça veut dire que venir d'Abidjan à Man se fera donc dans des conditions de confort qui seront donc importantes, puisqu'on est à l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro. Prochain rendez-vous du chef du gouvernement dans le Tonkoui, les journées nationales des chefs d'entreprise, 3e édition. Toujours dans l'ouest du pays, rendons-nous cette fois à Logoualé dans le cadre de cette visite du Premier ministre dans le Tonkoui. Le ministre Amédée Kouakou a échangé avec la communauté baoulée de la localité. Il a invité à prôner la paix et la cohésion sociale. Dans la région de Lamé, les pluies diluviennes ont fait des dégâts à l'épée. Le gouvernement exprime sa compassion aux sinistrés. Le ministère de la Solidarité a fait des dons aux victimes, des vivres et non-vivres d'un montant de 25 millions de francs CFA. Vous allez le voir dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. C'est un soulagement pour les 350 familles touchées par ces inondations. Habitant le quartier Siaka Berté dans la commune d'Alépé, le jeune Bakary fait partie des familles sinistrées par les inondations dues aux crues du fleuve Komoé et ses affluents, le Kossan et le Ono. Il pleuvait assez. Donc à 3 h du matin, moi-même, je me suis réveillé, vérifié dans les quartiers et j'ai constaté que l'eau est rentrée sur nous. L'eau a cassé des toits, donc nous avons tous déménagé dans ces quartiers. Moi, je suis beaucoup désespéré. Je suis désespéré. En plus du secteur Siaka Berté, les quartiers Alépé Village, Lycée et Komoé, ainsi que le village Monga sont impactés. Le niveau de l'eau, ça nous arrivait ici. Vous voyez, à la poitrine comme ça, plus d'1 mètre. Maintenant, dans les maisons aussi, ça a dépassé le genou. Ça nous inquiète parce que quand nous sommes venus payer les lots, on ne nous a pas dit que le quartier était comme ça. On a payé les lots, on a construit, mais voici ce qui nous est arrivé. Des plus vulnérables aux fonctionnaires d'Alépé, toutes les couches sociales sont touchées. Dans la nuit du samedi à dimanche, aux environs de 4 h du matin, je me suis réveillé dans l'eau. Donc j'ai sauvé d'abord les enfants. Au niveau des dégâts, vraiment j'ai perdu assez de choses. Les matériels électroménagers et consorts, les meubles, on n'en parle pas. Voici ma maison qui est là-bas, tout juste de l'autre côté de la rive. C'est pour s'imprégner de la situation qu'une délégation du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a visité les sites inondés. Aux côtés de cette délégation, le préfet d'Alépé qui annonce des mesures. La première mesure était de pouvoir relocaliser les sinistrés que nous avons fait évacuer ici. Les mesures suivantes ont été prises. Suspendre l'électricité dans les zones sinistrées, apporter de l'eau potable à ceux qu'on a recueillis et mettre en place une veille sanitaire. Au nom de la ministre Maria Toukone, le directeur de cabinet du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a fait un don aux 350 familles sinistrées, des vivres et non-vivres. 25 12 000 francs CFA. Voilà au total le don du gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce que je voudrais dire aux populations, c'est le message de Madame le ministre, c'est le message du gouvernement, c'est surtout de respecter les consignes de sécurité. C'est surtout de faire l'effort. Je sais que c'est difficile, mais de pouvoir quitter les zones à risque. Tout ce qu'on a reçu, c'est bon. Je dis merci au gouvernement et à les ministres qui sont venus nous voir. Nous avons beaucoup d'espoir. Avant cette remise de dons, le secrétaire général du gouvernement, Patrick Hachi, par ailleurs président du conseil régional de Lamé, avait déjà effectué le déplacement pour exprimer la compassion du gouvernement de Côte d'Ivoire aux victimes des inondations à Alépé. Le nouveau président de la commission électorale indépendante chez le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, Koulibaly Kouibière Ibrahim, veut rassurer les parlementaires sur la bonne exécution de son mandat. Il a aussi appelé à une collaboration entre les deux institutions. Je vous propose un extrait de la rencontre. Les députés sont eux aussi justiciables de la CEI anti-griffe parce que le mandat qu'ils exercent ici est organisé par la commission électorale indépendante. Parce que c'est la commission électorale indépendante qui organise toutes les élections. Donc il est bon
qu'étant le produit de ces élections-là, on vient de se connaître, l'organisateur et ceux qui en sont les fruits se connaissent, se rassurer pour dire qu'effectivement, nous allons tous appliquer la loi afin que les missions de chacun de nous puissent être exécutées en de bons termes. C'est ce qui justifie notre présence ici. On va rester à l'Assemblée nationale. Les députés ont voté pour un régime de sanctions beaucoup plus dissuasif dans le secteur de la sécurité. Le général Vagondo Diomandé était face à la commission de la sécurité et de la défense de l'Assemblée nationale. Le projet de loi devrait permettre de maintenir la discipline au sein de la police nationale ivoirienne. Abdoulaye Kone. Le général Vagondo Diomandé n'a pas manqué sa première sortie devant les députés de la commission sécurité et de la défense de l'Assemblée nationale. Il a réussi à faire adopter 2 projets de loi garantissant la quiétude des populations, des lois qui protégeront davantage les populations civiles des hommes en tenue. Il s'agit pour moi de faire en sorte qu'une complicité absolue s'installe entre la police et la population. Tout ceci pour garantir la sécurité de toutes les personnes vivant sur notre territoire. J'ai été reçu à l'Assemblée nationale par des députés qui étaient très intéressés à la question sécuritaire et aux préoccupations que l'ensemble des Ivoiriens partagent. Leurs contributions nous permettront à coup sûr d'améliorer la sécurité de nos concitoyens. Si dorénavant le ministre chargé de la sécurité peut prononcer la radiation des effectifs de tout policier dénoncé par sa hiérarchie, mais aussi par les populations, c'est surtout grâce aux représentants du peuple. Et nous sommes heureux de savoir aujourd'hui que dorénavant, s'il y a des indélicatesses au niveau donc de notre police nationale, dorénavant, les décisions pourront être prises avec célérité afin d'éviter certaines hésitations qui ont souvent conduit à des décisions mal comprises parce que le temps aura fait son effet et que les gens se demandent pourquoi telle condamnation, pourquoi telle sanction. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, on vient de donner carte blanche au ministre de la Sécurité pour que dorénavant, si indélicatesse il y a, la sanction puisse être prise en temps et qu'elle soit calquée et collée à la hauteur et à la profondeur de la faute commise. En plus de garantir la quiétude des populations, cette nouvelle loi permettra aussi de préserver les acquis de l'économie nationale dans un climat beaucoup plus serein. Dans le domaine de la santé, l'État renforce son offre de soins. Le couple mère-enfant sera mieux pris en charge. Une amélioration de la qualité qui a le soutien du Japon. Un accord de dons signé. Il porte sur un montant de 23 milliards de francs CFA. Il permettra le financement du projet sur la santé maternelle et infantile du Grand Abidjan. Des détails avec Cheikh Kone. Signature, ensuite échange de parapheurs, c'est fait. L'accord de don portant sur le financement du projet d'aménagement du centre hospitalier universitaire de Cocody pour l'amélioration des services de santé maternelle et infantile du Grand Abidjan est acté. Ce sont plus de 23 milliards de francs CFA octroyés par le gouvernement du Japon à la Côte d'Ivoire. L'objectif de ce financement est la construction de pôle mère-enfant au CHU de Cocody pour en faire un modèle d'offre de soins de qualité en centre d'excellence en Côte d'Ivoire en matière de santé maternelle et néonatale. L'accord signé est le deuxième après celui signé en mars 2019 pour la prise en charge de l'étude de concept détaillé du projet d'aménagement du CHU de Cocody. Ces appuis importants traduisent éloquemment la volonté sans cesse renouvelée du gouvernement japonais d'accompagner la Côte d'Ivoire dans l'atteinte de ses objectifs de développement économique et social prévus dans le PN2 2016-2020. Cet accord de don porte à 130 milliards de francs CFA l'engagement financier du Japon auprès du gouvernement ivoirien depuis le début de l'année pour la réalisation de plusieurs projets importants. Il s'agit entre autres de la construction de 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand pour 80,7 milliards de francs CFA et la phase 2 de l'échangeur de l'amitié pour 25,1 milliards de francs CFA. Une autre convention signée cette fois entre l'Agence Emploi Jeunes et une société italienne. Cela s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Il permettra de renforcer les capacités des jeunes et leur donner des opportunités dans le domaine du bâtiment. Le groupe italien entend justement bâtir des logements dans le pays. Nadia Ija, Jean-Luc Bangbo. C'est par une signature de convention que s'est scellé le partenariat entre l'Agence Emploi Jeunes
et cette société de construction italienne désireuse de bâtir 3000 logements sociaux. Cet accord, dont l'intérêt est de rehausser le niveau d'employabilité des jeunes, porte sur 3 points majeurs. L'accompagnement des jeunes diplômés dans les programmes d'aide à l'embauche, le développement des compétences et le placement direct. Cela contribuera à enrichir leur formation déjà acquise. Nous espérons qu'avec la signature de cette convention, la société Italia Construction aidera beaucoup de jeunes Ivoiriens à acquérir un peu de notre savoir-faire dans la construction et dans la gestion immobilière en général. Le ministre de tutelle a invité l'ensemble des entreprises à suivre l'exemple de cette société de construction. Que cet investissement soit une opportunité pour aider donc, les jeunes de notre pays à avoir des possibilités d'apprendre et de travailler. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer aussi un appel à toutes les autres entreprises pour qu'elles soient citoyennes et qu'elles acceptent d'accompagner le gouvernement ivoirien dans sa volonté de rechercher des opportunités pour les jeunes de notre pays. Pour concrétiser le volet insertion des jeunes du programme social du gouvernement, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a initié plusieurs actions. À ce jour, environ 342 000 opportunités d'emploi ont été mobilisées. Des opérateurs économiques sont en prospection en Côte d'Ivoire. Ils veulent investir dans le domaine du tourisme. Le pays a présenté ses potentiels à cet opérateur venu du Brésil. Côte d'Ivoire Tourisme veut créer un lien entre ces deux pays. Serge Coléa. Des tours opérateurs brésiliens en Côte d'Ivoire pour s'imprégner des potentialités touristiques du pays. Ce voyage s'inscrit dans le cadre du programme Sublime Côte d'Ivoire du ministère du Tourisme. Première escale, les réceptifs hôteliers UP de la ville d'Abidjan. Découverte du cacao ivoirien et du café chez des chocolatiers de renommée. Le cap est ensuite mis sur la ville historique de Grand Bassam. Les Brésiliens ont foulé le sol de la cour royale de Moussou. Ils ont été accueillis par le roi et ses sujets avant d'être instruits sur l'histoire de ce peuple. Pour le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, Jean-Marie Sommet, c'est un édique tour destiné à des professionnels du tourisme et à des hommes de médias venus du Brésil. Vous invitez les Brésiliens, ce n'est pas pour leur présenter des plages. Ils ont les plus belles plages chez eux. C'est la culture, c'est un retour aux sources. Vous faites en sorte de les familiariser à ce qui s'est passé historiquement. Donc un tourisme mémoriel, un tourisme culturel, un tourisme artisanal que vous mettez en avant. Ce sont ces 3 types de tourisme que vous mettez en avant pour qu'ils apprécient et surtout qu'ils relaient l'information au niveau du Brésil. Le roi a ensuite ouvert le musée du royaume à ses invités. Le programme de cet édique tour part d'Abidjan pour s'achever à Korogo en passant par Grand Bassam, Assini, Yamoussoukro et Boaké. Un mot de culture, un collectif d'artistes dénonce des irrégularités lors du dernier scrutin du Burida. Ce mouvement, Légalité et Transparence, est dirigé par David Taïro. Ils ont tenu une conférence de presse au plateau. Ils appellent à une reprise du processus électoral. Le collectif dit avoir réuni toutes les preuves. Serge Coléa. Après avoir boudé l'élection pour le renouvellement des collèges avant l'Assemblée générale du Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, le collectif Légalité et Transparence revient à la charge. Au vu des preuves de fraude que nous, Légalité et Transparence, avons présentées aux juges, nous n'avons pas dévié d'un iota notre discours. La mise à plat du processus, le toilettage des textes et la convocation d'un nouveau scrutin, car celui-ci est tellement entaché d'irrégularités que ce serait suicidaire de laisser se poursuivre un tel processus. Ces sociétaires du Burida dénoncent le non-respect des conditions d'éligibilité des candidats. Le collectif a projeté un film de 9 minutes dans lequel des éléments sont brandis comme preuve. Par exemple, c'est comme ici, pour voter, il faut avoir 18 ans. Si tu as 16 ans, 15 ans, tu ne peux pas voter. Et dans ce que vous avez vu, il y a des artistes qui n'ont même pas 5 ans d'existence au Burida, alors qu'il fallait avoir au moins 5 ans d'existence au Burida. Le décret qui régit le Burida dit ceci. Il faut, par exemple, pour les artistes, auteurs et compositeurs, publier au moins 3 albums d'au moins 6 titres que tu deviens AO, associé ordinaire. Mais quand tu n'es pas dans ce cas-là, je suis désolé sans stigmatiser qui que ce soit, tu n'es pas associé ordinaire, tu es artiste du Burida, il n'y a pas de problème. Il faut que ce soit clair.
Quand ce n'est pas clair et que la liste électorale est entachée d'irrégularité, nous disons non. L'égalité et transparence revendique plus de 500 membres. Il est dirigé par David Taouro, artiste chanteur, arrangeur et producteur. Lui et ses camarades réclament tout simplement de nouvelles élections. Un reportage de Davis Oyo et Serge Coléan. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end. Bonsoir.